Bien, rebonjour à tous. Stéphane, merci pour ton invitation. Merci aussi pour la thématique sur l'apprentissage par corps, qui est une thématique, on l'a vu ce matin, qui suscite beaucoup de réflexions et qui est particulièrement intéressante. Alors, on va vous proposer une intervention à deux voix. Je vais démarrer sur la première partie, puis Carole prendra la suite. Alors, en guise d'introduction, donc Stéphane nous avait demandé d'intervenir sur la question de l'enseignement des techniques corporelles en éducation physique et sportive. Alors, a priori, c'est un sujet qui pourrait ne pas faire débat, mais en fait, c'est un sujet qui a été débattu tout au long, je dirais, du siècle. C'est un sujet qui suscite des débats passionnés, des débats engagés autour de la notion qui est celle de technique, tantôt en considérant que l'enseignement des techniques c'est vertueux, ou tantôt des options qui consistent à dire qu'il faut maudire la technique sportive. Alors, la question de fond, en fait, qui est posée depuis maintenant des décennies dans la profession, sur laquelle il n'y a pas forcément encore de réponse consensuelle, et peut-être il n'en faut pas, c'est pourquoi faut-il enseigner les techniques corporelles qui sont représentatives des activités physiques et sportives, et surtout pour quelle éducation corporelle. Et là-dessus, on pourra convenir qu'au fil des années, il y a quand même pas mal de controverses, mais sans doute aussi pas mal de malentendus. Alors l'objectif de notre présentation consistera à aborder 4 points. Le premier, c'est de débattre avec vous du lien entre d'un côté l'enseignement des techniques sportives et de l'autre l'éducation corporelle. Ensuite, on essaiera de revoir avec vous l'impact que peuvent avoir des conceptions théoriques différentes de la technique sur le type d'apprentissage corporel qui sont visés, le type d'éducation corporelle qu'on cherche à transmettre. Ensuite, on abordera l'articulation de deux conceptions qui sont relativement dominantes dans la profession à propos de la technique. C'est une conception biomécanique articulée avec une conception anthropologique pour montrer que cette articulation peut enrichir la compréhension de ce que c'est que les apprentissages corporels via les techniques sportives. Et enfin, on discutera du repositionnement de l'enseignement des techniques sportives dans les nouveaux programmes collèges aujourd'hui pour voir quelle place finalement a désormais la technique dans ces programmes. Alors je vais aborder le premier point sur la question des vertus éducatives du sport et des techniques sportives, donc qui sont caractéristiques des activités physiques et sportives. Alors, dans la profession, je crois qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un allant de soi qui est de dire que les techniques, notamment sportives, sont un vecteur d'éducation corporelle. C'est un allant de soi qui est quasiment plus re-questionné, qui est plus réfléchi, ça va de soi, sauf si on adhère à une conception qui consiste à dire que les techniques n'ont pas leur place dans l'éducation corporelle. Mais je pense qu'on a avancé là-dessus et on accepte plutôt l'idée que le sport et ses techniques sont éducatives. En tout cas, ils ont des vertus éducatives. Alors pourquoi ? Peut-être déjà sur un retour, au moins à se mettre d'accord, en retour, en tout cas pas mal d'auteurs qui réfléchissent là-dessus, repositionnent la question au niveau du rôle de la culture. Ça a été refait par Serge Test-8 ce matin, le rôle de la culture et le rôle de la transmission culturelle comme fondement dans le développement de l'humanité et notamment comme fondement de l'éducation en général. Alors, sur la culture, par exemple, c'est pas pour donner une définition précise, mais Brunner nous dit la culture, c'est un ensemble de manières, pas simplement d'agir, et ça sera la même chose dans l'éducation physique et sportive, mais c'est des manières de penser, de sentir, qui sont apprises par une pluralité de personnes et qui sont partagées par ces personnes, dans un but bien précis qui est de maximiser le potentiel de l'homme et qui sert aussi à fédérer ces personnes en collectivité ou en communauté. Alors si on vient maintenant du côté du domaine du sport, peut-être une question qu'on peut se poser, mais c'est quoi la culture dans le sport ? Alors évidemment, les acceptions, les réponses sont différentes. En tout cas, on pourrait convenir avec un certain nombre d'auteurs, notamment Desforges, qu'une des spécificités, ou le cœur même de la culture en sport, c'est la culture technique. Et là, vous allez nous voir venir, c'est-à-dire que la technique est constitutive même de ce qui est culturel en sport. C'est une posture qu'on peut évidemment récuser ou être en contradiction. Alors, la culture technique,
plusieurs manières aussi de l'appréhender. En tout cas, De Forge, il l'appréhende comme ça. Et ce n'est pas un spécialiste du sport, De Forge, ce n'est pas un spécialiste de l'EPS. Par contre, c'est un spécialiste, quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur la question de la technologie et de la culture technique et de l'enseignement technologique. Et il nous dit, la culture technique, c'est un ensemble d'actions qu'exerce l'homme sur les objets ou sur les matières grâce à des outils ou des instruments pour atteindre un but donné. Et il nous dit, la culture, c'est pas que ça renvoie également aux connaissances que l'homme acquiert sur ses actions, mais les connaissances aussi sur les propriétés des outils qu'il utilise et des connaissances aussi sur les propriétés de l'objet ou de la matière sur lesquelles il agit. Alors, si on transpose ça au niveau de notre champ culturel, le sport, et en particulier la discipline éducation physique et sportive, et si on s'appuie sur cette définition, on peut largement justifier, défendre l'idée que les pratiques sportives et corporelles qui sont le support même de l'éducation physique offrent une richesse d'expériences techniques. Alors, je vais prendre quelques exemples. Si on regarde sur les actions, ça mérite quand même de s'arrêter quand même pour comprendre comment on peut éduquer le corps. On peut l'éduquer sur des actions qui sont celles de tirer, de pousser, de repousser. Repousser et pousser, c'est pas tout à fait pareil, par exemple. Porter, frapper, balayer, courir, etc., pivoter, tourner. Mais ces actions sont exercées sur des objets et sur des matières. En sport, on a une diversité d'objets qu'on fait manipuler par les élèves, qui peuvent être d'abord des espaces matérialisés par des objets, mais qui sont ici le matériel sportif directement. La manipulation du ballon, du tremplin, de la raquette, du kimono, ça fait partie aussi de ces objets. Mais on a également une richesse des matières sur lesquelles on va faire agir le corps et à partir duquel le corps va agir. Le sable, la mousse, le bitume, le bois, l'eau, l'air, et évidemment le corps propre, mais aussi le corps d'autrui. Et quand on va un petit peu plus loin et qu'on se pose la question de l'outil et des instruments qui sont utilisés, parmi ces outils ou ces instruments, il y en a un qui ressort, qui est l'outil principal, qui est le corps, que ce soit le corps médié par des objets ou non d'ailleurs, par des objets matériels. Si on va un petit peu plus loin, si on s'appuie sur cette définition, ces actions sont toujours finalisées dans le domaine du sport, puisqu'il y a toujours une finalité, en tout cas qui est culturelle, qui est propre à l'activité physique et sportive, et qui va donner son sens aux actions qui sont exercées. Et enfin, ces actions-là exercées sur ces matières ou sur ces objets vont être la source de construction de connaissances, qu'on pourra appeler donc des connaissances techniques. Et ces connaissances techniques peuvent emprunter différents registres. On a un premier niveau de connaissance technique qui est l'appropriation de la nomenclature du sport, la dénomination des actions, la dénomination des objets. On a aussi un registre qui est celui de l'appropriation de principes physiques qui, eux, sont essentiels pour expliquer et comprendre les actions que l'on exerce. J'en mets quelques exemples. Mais on a aussi des connaissances qui vont porter sur les effets des actions produites en lien avec les propriétés soit des objets, soit des matières sur lesquelles on agit, et des connaissances sur soi ou sur autrui. En tout cas, il y a une richesse ici pour permettre d'éduquer le corps. Et on voit donc bien que le corps, dans cette conception de la culture technique, est central, et pas seulement la culture technique en sport. Il est central pour deux raisons. Il est central si on s'appuie sur une option un peu anthropologique, d'une part parce que le corps est à la fois le moyen technique, ça va être donc l'outil principal de l'action motrice, notamment en éducation physique et sportive, mais il est central aussi parce que le corps est en même temps l'objet technique. C'est-à-dire que c'est lui que l'on va façonner par l'action technique. C'est toute la problématique complexe qui est au cœur même de ce que c'est que le sport et au cœur même de ce que c'est que l'éducation physique et sportive. Alors jusque-là, on est à peu près, je pense, tous d'accord pour dire, oui, finalement, on sollicite le corps, on sollicite des mobilisations corporelles et on fait de l'éducation physique et sportive. Pour autant, est-ce que le fait d'enseigner des techniques sportives, des techniques corporelles uniquement dans le but de faire agir le corps sur des matières, sur des objets, etc., en fonction d'un but précis, est-ce que pour autant, on fait de l'éducation corporelle ? Est-ce que pour autant, la sollicitation corporelle via des techniques sportives entraîne ipso facto une éducation corporelle? Et la vraie question dessous, une des questions centrales, c'est quoi éduquer le corps? Alors, sur ce lien entre d'un côté les techniques sportives et de l'autre côté l'éducation corporelle, dans la profession, il n'y a pas eu
souvent une réponse claire et unanime. En même temps, peut-être faut-il pas qu'elle soit tout le temps unanime. En tout cas, ce qu'on peut repérer dans la profession, si on replace cette analyse un petit peu de façon historique, soit on a des conceptions qui sont plutôt de type dichotomique, avec une vision antagoniste. Ces conceptions-là ont été saillantes à certains moments. Elles peuvent encore demeurer aujourd'hui, c'est-à-dire des conceptions personnelles qu'on a de l'enseignement de l'EPS qui consistent à dire soit je fais du sport, soit je fais de l'éducation corporelle, mais c'est pas les deux. Le sport, c'est pas l'éducation corporelle. Le sport, c'est autre chose. C'est du sport compétitif, c'est pas l'éducation. Soit on a une conception plutôt qui repose sur une juxtaposition, qui va être une vision plutôt cumulative. C'est-à-dire, quand je fais de l'EPS, je fais du sport et je fais aussi à côté, de façon complémentaire, de l'éducation corporelle. Soit, et aujourd'hui on tend vers cette option-là, on essaie d'avoir une conception de co-construction entre d'un côté l'enseignement des techniques sportives et de l'autre côté l'éducation corporelle, avec l'idée que les techniques vont être utilisées et enseignées, transmises pour éduquer le corps et éduquer par le corps. Pour autant, cette troisième conception n'est pas facile à accepter et elle n'est pas toujours, je dirais, fréquente partout. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi n'y a-t-il pas consensus sur cette vision des relations entre les techniques sportives d'un côté et l'éducation corporelle de l'autre ? Alors, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la difficulté de concevoir l'enseignement des techniques sportives comme un moyen d'éducation corporelle viendrait d'un défaut d'explicitation claire de ce que c'est que la technique. Autrement dit, qu'il pourrait y avoir un malentendu notionnel dans ce qu'on entend par la technique. Et pour ça, on vous invite donc à revenir un petit peu sur une réflexion sur la conception de la technique et son impact sur la façon de penser l'éducation corporelle. Alors, la notion technique, elle a été largement analysée, réfléchie, etc. Et elle a renvoyé, en tout cas, on a pu montrer qu'il y avait différentes conceptions, différentes acceptions, significations qu'on pouvait donner à ce concept-là. Beaucoup d'auteurs ont travaillé là-dessus, notamment des auteurs comme Vives, à l'époque, Vigarello, Marcenac, etc. Mais au-delà des différentes acceptions qu'on peut avoir, ce qui nous intéresse, c'est dans la profession éducation physique et sportive, quelles sont les acceptions les plus dominantes ? Quelles sont la façon de définir la plus dominante de cette notion-là ? Alors on pourrait s'entendre sur l'idée qu'il y a deux modèles d'analyse, dominants et contrastés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais il y en a deux, me semble-t-il, qui sont dominants et contrastés. C'est une conception de la technique regardée sous l'angle de la forme du geste technique, ce que Marcenac avait déjà montré en 91, et une conception de la technique qui est centrée sur le sens culturel et fonctionnel de l'action technique dans l'activité physique adaptée, l'activité physique et sportive. Pardon. Alors si je viens sur la première conception, dans cette conception, les enseignants ont une conception donc de la technique qui est analysée, appréhendée, enseignée du point de vue de la forme du geste. Autrement dit, une technique corporelle, dans ce cadre-là, est considérée comme un comportement, un mouvement, une forme qui est visible dans un geste qui est produit. L'analyse est centrée sur la dimension observable de l'activité technique, c'est-à-dire le résultat qui est directement visible. Et l'efficacité du geste, dans cette conception-là, est appréciée en référence avec un standard gestuel qui est normé, et souvent la norme est prise dans les standards gestuels des sportifs de bon niveau. Alors, quand on a cette conception-là, si on va un peu plus loin, quelle est la conception du corps qui est sous-jacente à cette façon de définir la technique ? C'est une conception essentiellement biomécanique, mais essentiellement biomécanique au sens où elle est essentiellement centrée sur la prise en compte des caractéristiques cinématiques du mouvement. Les caractéristiques cinématiques, c'est les propriétés spatio-temporelles des mouvements, c'est-à-dire les positions des segments, les positions de corps, la forme des trajets, la vitesse, les durées, les accélérations. Par contre, très souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans cette conception biomécanique, il y a une dimension de l'analyse biomécanique qui fait plutôt défaut, c'est la prise en compte des caractéristiques cinétiques du mouvement, c'est-à-dire la question des causes qui produisent le geste qui est lui-même visible, c'est-à-dire les forces qui sont générées ou qui sont subies par le corps en mouvement, en considérant les effets
de ces causes, de ces forces sur le mouvement ou sur la déformation des mouvements. Et cette analyse-là n'est pas toujours prise en compte dans cette approche. Alors, quelles sont les conséquences sur l'enseignement de cette approche ? C'est-à-dire, grosso modo, comment les enseignants fonctionnent ? Eh bien, ils vont identifier des unités gestuelles élémentaires qui sont constitutives de la complexité d'un geste sportif et ils vont enseigner ces unités gestuelles selon une logique d'abord séparée, puis cumulative et intégrative. Alors, spontanément, il y a eu, dans les années 90, cette approche-là a été fortement décriée. On l'a appelé le technicisme. On a dit, mais c'est pas possible, on peut pas enseigner les techniques comme ça, c'est pas porteur d'éducation corporelle. En même temps, on pourrait se dire, si ça s'enseigne, c'est qu'il y a certainement un intérêt derrière et que les enseignants y trouvent quand même leur compte dans ce qu'ils transmettent de la culture dans une visée d'éducation corporelle. Et donc, nous, on considère qu'il y a une éducation corporelle. Peut-être pas celle qu'on souhaiterait, mais il y en a une qui est celle de doter les apprenants de la capacité à reproduire des mouvements par une représentation de modèles gestuels internes et intériorisés et la capacité aussi à ce qu'ils contrôlent ces mouvements au niveau de leurs propriétés cinématiques le plus souvent et parfois mieux au niveau cinétique. On ne peut pas dire que ça, ce n'est pas une éducation corporelle. C'est une éducation corporelle, c'est-à-dire c'est une éducation au fonctionnement du corps et à l'appropriation de son corps pour le faire agir efficacement. Alors, les critiques, il y en a deux sur cette approche-là. La première critique, c'était celle du technicisme, c'est la critique du sens, c'est-à-dire que le geste est considéré séparément de ses raisons de faire, c'était la critique majeure. Et il y a une autre critique aussi que l'on peut faire, c'est le déficit de lecture biomécanique de la motricité. À partir du moment où on a une lecture de la cinématique du mouvement, c'est une lecture qui est, je dirais, amputée d'un autre aspect sont les aspects cinétiques. Et donc, pour avancer dans cette approche-là, il faudrait qu'on puisse avoir une lecture de la motricité qui prenne en compte les propriétés cinématiques et cinétiques du mouvement pour enrichir, je dirais, l'éducation corporelle des élèves. Je vais passer maintenant à la deuxième conception de la technique. La technique est là, analysée, enseignée du point de vue de ce qu'on appelle son sens fonctionnel. Un sens fonctionnel qui a des racines dans la culture de l'activité physique et sportive. Dans cette option-là, la technique, c'est considéré comme une solution corporelle, qui est inventée, utilisée et éprouvée par le corps pour résoudre une question ou un problème posé ou une classe de problèmes donnés. C'est comme ça que la technique corporelle humaine s'est développée. C'est toujours en réponse à une série de questions ou de problèmes. Du coup, l'action technique dans cette approche, c'est un geste qui est adapté au sens où il est fonctionnel, c'est-à-dire un geste qui va servir à faire quelque chose en particulier, à résoudre une question, un problème qui est posé par l'activité physique et sportive. Et cette action technique, dans cette approche, elle revêt ce qu'on appelle un sens sous-jacent, une signification que l'on pourra qualifier de signification fonctionnelle. Et c'est sa raison d'être de la technique. L'acte technique n'a pas de raison d'être s'il n'est pas construit, développé à partir du sens fonctionnel, en tout cas de la fonctionnalité qu'il sert, dans cette option-là. Du coup, cette approche-là repositionne l'engagement corporel comme étant un engagement corporel très particulier, puisque c'est un engagement corporel qui consiste à mobiliser son corps de façon à servir une fonction particulière. Alors, quelle est la conception sous-jacente de cette approche ? C'est une conception anthropologique. C'est une conception anthropologique, c'est-à-dire une conception de la technique humaine, de la technique sportive, considérée comme une activité humaine, socialement et culturellement située. Là, ce n'est plus le corps en mouvement qui est pris en compte, mais c'est le corps en action. Et c'est complètement différent, parce que c'est un corps en action qui engage l'acteur et le sujet dans la réalisation de son action, au niveau d'intentionnalité ou de mobile d'agir très particulier, au niveau d'émotions typiques particulières également, de coordination, de registres de sensations, d'efforts énergétiques, qui vont être aussi très particuliers ou typiques d'un champ d'expérience. Je donne juste un exemple sur la coulée. Si on enseigne la coulée en natation, qui a priori est une habileté très simple, si on l'enseigne du point de vue du mouvement, on va se centrer sur les propriétés cinématiques du corps tendu, le corps allongé, la tête rentrée, les bras tendus, les coudes déliés, les jambes tendues.
Si on a une conception qui est davantage anthropologique, on va se poser de la question, mais quel est le sens fonctionnel de la coulée quand on fait une natation de course, parce que c'est l'activité de fond, quand on fait une course en natation. Et tout d'un coup, la coulée, elle a un sens qui est celui du gain de la vitesse et en même temps de l'économie dans la nage pour gagner de la distance à nager. Et là, ça va complètement tout changer, parce que le but, c'est pas d'allonger les bras pour allonger les bras, c'est d'allonger les bras pour pouvoir mettre son corps dans une forme qui va permettre de gagner de la vitesse. Et pour gagner de la vitesse, c'est soit gagner du temps, soit augmenter de la distance, soit diminuer du temps. Et à un moment donné, on comprend que le profil hydrodynamique de la tête rentrée va pouvoir être éprouvé par l'élève, mais en lien avec la distance qu'il gagne. C'est-à-dire, si on demande à un élève de rentrer la tête et de tendre les bras sans mettre en relation la fonctionnalité qui est de gagner de la distance, on voit bien que c'est un mouvement qui est appris et qui est déconnecté de sa raison première d'agir. Du coup, l'efficacité technique dans cette approche, ce n'est pas qu'un produit gestuel, mais c'est un geste qui est couplé à un processus sémiotique, c'est-à-dire de sens qui est sous-jacent. Alors, les conséquences pour l'enseignement, c'est d'essayer de mobiliser le corps chez les élèves en lien avec des fonctions qui sont à viser. Là, l'éducation corporelle, qui elle, par contre, est transmise par ce type d'approche, c'est celle d'une adaptabilité corporelle, c'est-à-dire la capacité à explorer ou à réexplorer avec son corps des solutions fonctionnelles à des problèmes moteurs qui sont posés par la culture de l'activité. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde parle de cette approche, mais pour autant, elle peut être aussi très controversée. Une des critiques que l'on peut faire, c'est le risque qu'il peut y avoir en s'engageant dans une démarche pédagogique centrée sur le sens intentionnel et émotionnel des actions, d'oublier par ailleurs la question de la construction et de la transformation motrice proprement dite. C'est-à-dire, si je caricature, de ne pas mettre simplement des situations de résolution de problèmes où on pose un problème à l'élève et on lui dit « trouve avec ton corps les solutions », mais de continuer le travail pour l'amener à véritablement organiser sa motricité du point de vue biomécanique, en l'occurrence, pour que l'action devienne efficace. C'est-à-dire que la première approche sur une analyse cinématique et cinétique est fondamentale si on veut pouvoir, à un moment donné, produire des transformations motrices. Alors du coup, je terminerai là-dessus. Que faut-il choisir comme approche, l'une ou l'autre? Notre point de vue, c'est de ne pas les opposer, mais de les considérer dans leur complémentarité, et notamment en essayant de comprendre comment on peut les enseigner comment on peut s'appuyer sur ces deux approches de point de vue complémentaires pour pouvoir enrichir l'éducation corporelle que l'on souhaite installer chez les élèves. Et pour ça, on vous propose de réfléchir sur 4 principes d'intervention pour l'enseignant. Un principe sur la culture, sur le corps, sur le sens dans la technique, mais aussi sur le sens que l'élève donne à ce qu'on lui demande de faire.